Bonjour, quel plaisir de vous retrouver sur Télésud pour passer un excellent moment de littérature francophone. Mon invité est journaliste politique, il est écrivain, il est éditeur. J'ai même été sa collègue à un moment, puisque vous étiez chroniqueur dans Afro Night. Ben voilà, Mathieu Mbarga Abega, bonsoir, bonjour, Bonsoir, vous allez bien? bonsoir, très très bien, je vais très bien, je suis heureuse de vous retrouver. Eh bien, moi aussi. Voilà, de retrouver cette maison que j'ai connue, vous l'avez rappelé autrefois. Avec Serge Fato. Voilà. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes l'auteur de deux ouvrages, Minorité visible, Intégration quasi impossible en France, c'est sorti en 2008. L'avant-dernier, c'est En attendant, la démocratie africaine, qui est sorti en 2010, édition Bibouk. Et puis là, votre dernière parution, qui est fraîchement sortie, c'est Paul Biya a peur de sa diaspora depuis 30 ans. Voilà, édition Bibouk. Eh bien, nous allons découvrir ça tout de suite dans la première partie de l'émission, le face-à-face. Mathieu Mbarga Abega, ça veut dire quoi, avoir peur de sa diaspora? Avoir peur de cette diaspora veut dire que le président Paul Biya n'assume pas sa responsabilité, qui est celle d'intégrer la richesse, l'énorme richesse que représente sa diaspora dispersée à travers le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette diaspora, qui a une expertise, qui a de l'argent, pour rentrer au pays et construire le pays, enfin accompagner la construction du Cameroun. Alors, cette diaspora a fait un certain nombre de revendications, en tout cas de doléances, qui ne sont pas tenues. On peut y revenir. Quelques-unes, par exemple, vous parlez de double nationalité. Vous souhaitez aussi, pour ces Camerounais qui sont à l'étranger, une sorte de secrétariat d'État, de ministère de l'extérieur, comme ont les Maliens, les Sénégalais. Mais est-ce réellement nécessaire? Oui, parce que je suis d'abord content et heureux de savoir que vous avez lu mon livre, parce que ce qui est souvent difficile, quand on envoie à nos confrères et consoeurs un livre, parfois, faute de temps, on ne lit pas et du coup, on survole le sujet et malheureusement, on n'est pas dans le fond. Ce qui est important et que vous le rappelez, que je suis là pour redire exactement ces vérités nues. Ce qui veut dire que la diaspora camerounaise à travers le monde n'a pas de parti politique, ne s'oppose pas à la politique qui est conduite depuis 30 ans par le président Paul Biya, mais elle demande une demande tout à fait naturelle, objective, c'est-à-dire qu'on facilite sa venue au pays, à son pays d'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette diaspora amène l'expertise, amène son argent, c'est-à-dire soit des 10% du prêt intérieur brut. Ça se chiffre en milliards. Et comme toutes les diasporas responsables et tout à fait objectives l'ont fait, l'ont accepté, c'est-à-dire que vous prenez la diaspora, le Mali, il y a un ministère pour l'intégration de sa diaspora, le Sénégal, un ministère, l'Algérie, tous ces pays ont très bien compris l'importance qu'il y avait que la diaspora revienne au pays pour accompagner la construction du pays. Mais au Cameroun, c'est bizarre et aussi c'est une faute grave, c'est-à-dire on manque un déficit de vision de la part du président Paul Biya et de ses gouvernements qui se sont succédés. Pourquoi s'opposer à ce qui est déjà un acquis, ce que j'appelle les atouts de la diaspora refusés par le président Paul Biya, et qu'il a tort sur ce point-là, quand bien même j'ai annoncé à un moment donné qu'il avait raison dans certains points qu'on peut y revenir. Dans votre essai, Mathieu Mbarga Abega, vous dites le président camerounais, le premier président camerounais, après donc l'indépendance du Cameroun, Amadou Ahidjo, est selon vous le seul président camerounais à vouloir, même unifier tous les Camerounais. Et c'est ce que vous reprochez en fait à Paul Biya, c'est-à-dire de mettre en avant certaines cultures, de défendre certaines cultures, d'avoir des postes en tant que haut fonctionnaire autour de lui. Bien sûr, c'est plus facile pour ne pas craindre des complots, des putschs. Et vous avez l'impression aussi qu'il fait exprès de désunir la population. Oui, il y a là de doubles questions, trois questions même que vous posez en même temps. Je vais essayer de les suivre. Quand je parle des présidents camerounais, de la peur précisément des chefs d'État camerounais, la peur du premier président camerounais, le président Amadou Ahidjo, avait une forme de peur ou une peur face à sa diaspora. Pourquoi? Parce que le pays sortait des indépendances, en tout cas entrait dans un nouveau système
de direction d'un pays. Et le président Paul Biya, après que le Cameroun ait connu déjà une guerre civile interne avec des leaders, des nationalistes qui n'acceptaient pas l'instruction de la France et des pays, des puissances étrangères, quand aidé par la France, le président Amadou Ahidjo a réussi à installer une forme d'unité nationale en signant des conventions avec la partie anglophone. Vous savez qu'on est bilingue au Cameroun. Bien sûr. Et avant d'être anglophone, vous étiez même germanophone. Voilà, exactement. Donc vous avez raison. Ça veut dire que vous suivez l'histoire. C'est quand vous avez un pays a eu ça, c'est-à-dire les Anglais, les Français et les Britanniques. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas un peu traumatisé? Mais voilà, c'est une note un peu humoristique. C'est une richesse, une force, justement. C'est une force, mais comment rassembler cette force, d'où la difficulté. Le président Ahidjo a réussi donc à faire cette unité entre Camerounais, anglophones et francophones. Après, il a travaillé pour que cette unité entre Camerounais puisse être évidencée, c'est-à-dire puisse être vécue, mais au quotidien. Alors, cette peur-là, on comprend bien que on vient d'être au pouvoir, le pouvoir est fragile et qu'on a peur que les nationalistes reviennent pour déstabiliser. Cette peur-là a cette forme-là. La peur de Paul Biya, par contre, elle n'est pas justifiée parce qu'en fait, c'est le laxisme qui conduit à cela. Le président Paul Biya aurait pu et doit, c'est ce que je l'interpelle, et doit comprendre que c'est dans l'union. Et surtout interpeller chaque Camerounais, que chaque Camerounais amène sa pierre pour la construction du Cameroun aujourd'hui qui en a bien besoin. Sauf qu'il a choisi le laxisme avec des gens qui ne foutent rien et qui sont aux affaires depuis... Et qui ne sont pas diplômés selon vous, mais ils sont diplômés. Le paradoxe, c'est que vous avez pour les gens, certains, c'est le système qui est... mais comment dire, c'est le système qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a à la fois les diplômés et les gens qui le sont moins. Seulement, voilà, on ne fait pas le job. C'est-à-dire, je prends un exemple de référence. Vous envoyez un courrier aujourd'hui à la présidente du Cameroun. Si on vous répond, c'est-à-dire vous attendrez la réponse pendant 6 mois. 6 mois pour vous dire on ne peut pas le faire. Vous voyez un peu où est le travail. Et là aussi, je suis... là pour dire que le président Paul Biya a choisi les gens qui l'aident à aller vers l'échec tout. Parce que quand vous me confiez une responsabilité, qu'il soit le ministre, les secrétaires généraux, etc., ben, je dois pouvoir bien travailler pour que le résultat soit celui que tu apprécies et que l'international apprécie. Mathieu Mbargua-Béga, oui. On sent que vous, je veux le dire franchement, vous n'aimez pas Paul Biya, vous n'aimez pas sa politique, on sent que vraiment vous n'adhérez pas vraiment à sa manière de gérer le pays. Pour vous, c'est une mauvaise gouvernance. Cependant, on reproche à Amadou Ahidjo, justement, d'avoir aussi horrifié les Camerounais. C'est-à-dire, certains l'ont traité de collabo, parce qu'il a fraternisé, pactisé avec l'ennemi pour combattre les nationalistes, comme vous le dites aussi dans votre ouvrage, page 35. Il y a eu quelques exactions sommaires, on lui reproche ça. On lui reproche aussi de s'enrichir illicitement. On m'a parlé d'un hôtel Aquapalace, l'hôtel Le Méridien. Il y a aussi le centre chimique camerounais, quelque chose comme ça. Il paraît qu'il a hypothéqué le sol et le sous-sol camerounais et pour le donner à la France. Il y a aussi des massacres des habitants de Dolé en 1979. Et tout ça, c'est pas Paul Biya, c'est bien Amadou Ahidjo. On parle aussi, parce que ces habitants de Dolé voulaient juste construire une école, si j'ai bien lu, si j'ai bien compris. Et là, aujourd'hui, le débat, on se pose... Les Camerounais se demandent si vraiment ça vaut le coup du retour de la dépouille d'Amadou Ahidjo qui repose au Sénégal. Est-ce que vous soutenez ce retour de la dépouille de l'ancien président ? Il est évident que, je vous dis, vous êtes tellement dense qu'après, il va falloir que je prenne point par point pour qu'on nous comprenne, qu'on sente bien que pourquoi le docteur Mathieu Mbargua-Béga, on est bilan au Cameroun, hein, docteur Mathieu Mbargua-Béga, journaliste politique, pourquoi il tient tel ou tel propos. Il faut rappeler que l'exigence, je parlais tout à l'heure du laxisme du président Paul Biya, ça conduit à quoi? Ça conduit au fait que c'est pas concevable que le premier chef d'État camerounais qui a quitté ce monde
soit encore au Sénégal. Je l'ai dit, j'ai fait des critiques sur ce plateau même à Télé Sud. Je dis, ça n'est pas conçu, ne fût-ce que pour l'honneur, ne fût-ce que pour l'image du Cameroun. Ça ne se conçoit pas. Qu'il y ait eu des divergences, des trahisons, mais de toute façon, mais comment on pouvait imaginer autre chose dans la vie humaine? On vit un peu tout ça au quotidien, les trahisons, les gens que vous avez aimés à un moment, nous-mêmes dans nos familles, on se marie, on divorce. Donc, il faut dépasser ça. Et pour le dépasser, il faut être suffisamment intelligent et surtout avoir une vision, comprendre de manière fine ce que veut dire l'intérêt commun. Sauf que nous avons les nôtres qui ne comprennent pas l'intérêt commun parce qu'ils sont dans le mercantisme. Ce que je dis par rapport à Paul Biya, aujourd'hui, j'ai mis du temps, je ne vous cache pas, je suis sincère également avec vous. Paul Biya a peur de sa diaspora. J'ai mis des années pour écrire ces livres. Pourquoi? Qu'est-ce que je faisais entre-temps? Vous savez que spécialiste de la politique, politique africaine de la France, ça fait des années et ça fait de l'expérience, d'observation et aussi de mettre son idée quand on en a. J'ai commencé à expliquer depuis 1983, 84, 85, je parlais du fait que le président Paul Biya était mal entouré. Parce que je voyais très bien que la société camerounaise, sur le plan administratif, ne fonctionnait pas, était en panne. Avant, je vais revenir sur le président Ahidjo, vous envoyez un courrier de France, il va mettre 3 jours, au maximum 4 semaines, on avait le courrier. Tout était arrêté. Les Camerounais savent ce que je suis en train de dire. Et cela va s'empirer avec Paul Biya dans ce sens que, et je continue à incriminer ou accuser fortement l'entourage de Paul Biya. Si vous accusez mon entourage, c'est quand même moi qui nomme les gens qui travaillent avec moi. Donc ça veut dire que s'il y a l'échec, s'il y a un succès, c'est nous tous. S'il y a un échec, naturellement, c'est le chef et son entourage. Donc je n'ai pas commencé, pour répondre précisément à votre question, je ne suis pas l'opposant de Paul Biya, je suis un intellectuel qui produit la réflexion. Je dis dans ce qui se passe aujourd'hui, qui est connu de tous les Camerounais, je dis voilà, Paul Biya a choisi, d'ailleurs, il a dit dans son dernier discours, en expliquant que il a confié les responsabilités à ses ministres. Ces responsabilités, il n'y a pas de résultat. C'est donc un aveu de déception, un aveu d'incapacité, un aveu de laxisme. Donc, ce n'est pas Mbarga qui le dit pour combattre Biya, c'est Mbarga qui le dit pour confirmer dans les faits. C'est que tous les Camerounais et les Camerounais Mathieu Mbarga, ouais. Il vaut mieux que ça soit court pour que ça soit plus dynamique. Ouais. Voilà, l'auteur Michel Roger Evmana avait écrit sur Biya. Il est la doublure du prince de Machiavel, imprévisible, prudent et attentif. Vous êtes d'accord ? Non, on est dans les phrases. Mbarga dit, quand j'ouvre la fenêtre sur le fait qu'il faut que ça change, je vous ai indiqué dans mon ouvrage que vous connaissez, que vous avez reçu, j'ai indiqué très précisément. Quand j'ouvre la fenêtre de la nécessité qu'il y a que le président Paul Biya permette le retour des Camerounais de la diaspora pour construire. On est dans quelque chose de précis, avec les moyens, ceux qui veulent aller un peu plus loin, donc à lire mon livre. Ça veut dire en nous disant, attention, ça n'est pas du bavardage, ce n'est pas l'incantation. Quand nous ouvrons, et vous connaissez ma production intellectuelle, lorsque je suis capable de critiquer, je propose. C'est ça l'originalité de ma démarche en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire. Alors, qu'est-ce que vous proposez, justement? Qu'est-ce que vous proposez? Quel conseil donneriez-vous au président camerounais Paul Biya pour relever, justement, le Cameroun, le pays des crevettes? Deux éléments forts. Je vais adresser au président Paul Biya, depuis, que ce soit à travers des chroniques, à travers ce livre, qui est déjà lu, parce que les Camerounais viennent et me disent, mais nous, on veut savoir quelles sont les raisons de ce refus du retour de la diaspora dans le pays. Le président Paul Biya, d'abord, il y a ce laxisme dont j'ai parlé tout à l'heure sur le gouvernement. Il passe souvent plus de jours à l'étranger. Oui, voilà. Il y a le Conseil des ministres, ça se tient une fois ou 2 fois par an, on ne sait pas pourquoi. Lorsque vous regardez la situation de la France, vous pensez bien que le président Hollande va, comme ça, comme par hasard, expliquer que le Conseil des ministres va se tenir de temps en temps, ou bien je dirige le pays par décret. On est dans quelque chose qui ne correspond pas à la situation d'aujourd'hui. Je lui ai demandé au président Paul Biya... Peut-être parce que Paul Biya, justement, délègue. Non, justement, ça ne fonctionne pas, puisque lorsque le président Biya part, eh bien, tout le gouvernement est en vacances. Vous imaginez un pays en construction, et qui, quand le chef n'est plus... Déjà, quand le chef est là, il ne bosse pas, enfin les ministres. Il n'y a aucun ministre, il n'y a qu'un seul. Il n'y a aucun ministre camerounais qui est capable, c'est-à-dire vous demandez une interview, nous en tant que journalistes, qui est capable de vous recevoir et de vous parler de ce qui se passe dans son ministère. Il n'y en a pas. Vous pouvez toujours faire la demande.
ils ne répondront pas. Est-ce qu'on est dans un pays qu'on construit en construction ou on est dans du sabotage? Donc il y a cette exigence de changer. J'espère que là, il va revenir sur le nouveau gouvernement, d'intégrer les jeunes Camerounais de la diaspora et de l'intérieur qui ont de l'expertise. Parce que ce que la particularité du Cameroun, ou de Cameroun et des Camerounais, c'est que les Camerounais sont travailleurs. Ils sont intelligents, ils aiment leur pays, seulement il faut un dirigeant qui reconnaissent leurs valeurs et qui donnent une direction. Cette direction aujourd'hui n'existe pas parce que tout est plombé par des gens qui sont au pouvoir depuis, qui ont des postes ministériels depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui ne font plus rien. C'est pas la guerre contre les vieux et les jeunes, c'est le fait qu'ils ne sont plus sensibles quand on parle de problèmes de l'emploi pour les jeunes. Mais pourquoi vote-t-il justement Paul Biya si la population camerounaise est désabusée? Pourquoi continuer à voter pour Paul Biya? Ben oui, parce que ça aussi, c'est très bien, c'est une bonne question. Voter Paul Biya, les Camerounais ont continué à voter Paul Biya, d'abord parce que... Sous la menace parce que d'abord, l'alternance, le processus de démocratisation est tout à fait récent en Afrique. Et les Camerounais, quand à chaque fois on votait Paul Biya, c'est pour la stabilité politique. Ils se sont dit, après tout, puisqu'il y a un déficit de propositions de l'opposition camerounaise, qui ne fout rien, c'est la bagarre. D'abord, elle est divisée entre elle-même, et puis après, tout le monde veut être président. Enfin, ça n'a jamais marché depuis 1990. L'opposition est dans ses travers, en tout cas dans son incapacité de voter, de choisir un candidat avec un projet pour faire face à Biya. Évidemment, le président Paul Biya, fin politicien, en profite parce qu'il est face à lui des amateurs politiques. Mathieu Mbarga Bega, qu'attendez-vous alors pour être le candidat, l'opposition, justement, le leader de l'opposition face à Biya, voilà, pour les prochaines élections? Je suis un intellectuel qui, je vous ai dit, je suis un universitaire qui produit la réflexion. Si ce que je dis dans mon livre, à savoir que le président Paul Biya accepte de voter, de créer un ministère de l'intégration pour les Camerounais de la diaspora et favoriser leur retour pour les raisons que ce soit fiscales, trouver un arrangement sur les revendications. Il faut lire mon livre pour le savoir. Les Camerounais veulent avoir droit pour toutes les élections au Cameroun, pas seulement l'élection présidentielle qui intervient que tous les 7 ans, vous imaginez. Donc ça veut dire que c'est les demi-mesures qui en réalité c'est du bricolage. Que les Camerounais, que le président Paul Biya permette, puisqu'il est encore là, il est élu pendant 7 ans, on ne va pas lui dire repart, il est temps de partir, on est démocrate nous. Mais que l'essentiel soit fait. D'abord pour la fin de sa présidence et aussi l'image du Cameroun. Élection, que les Camerounais de la diaspora soient élus soit ceux qui votent dans toutes les élections. Première priorité. Deuxième priorité, la double nationalité. Parce que ce qui est l'hypocrisie au Cameroun aujourd'hui, c'est que les 3/4 de ceux qui sont aux affaires, qui sont ministres ou directeurs généraux, ils ont la double nationalité. Mais si là, comme c'est les nôtres, on les garde, faut pas les déranger. Mais le Camerounais de la diaspora qui n'est pas de votre camp et que vous n'aimez pas, et vous l'exhibez, car non, il a la nationalité française ou américaine. Il faut sortir de cette incapacité, de cette incompétence, enfin de ce manque de réalisme, parce qu'il faut réunir les Camerounais. Très bien, Mathieu Mbarga Bega, parce qu'il y a 2 autres parties d'émission, sinon on n'aura pas le temps. Merci, je pense que tes spectateurs ont compris votre message. Passons tout de suite à Carte sur table. Des cartes sur table, il n'y en a pas, mais par contre, il y a des chiffres à retenir. C'est de 1 contre 1 à 5. Quel est le chiffre que vous avez envie de voir apparaître à l'écran? Je suis très mauvais pour les chiffres. Je suis littéraire, comme vous l'avez dit. On va dire 2. Le 2, super. Justement, vous faites référence justement à cette religion la religion musulmane, entre guillemets, qui envenime, qui ternit un peu l'image du Cameroun. Au nord, Boko Haram. Je voulais savoir, vous êtes Camerounais, quand vous avez appris justement cette prise d'otage de cette famille Moulin-Fournier, et puis aussi du père Van den Busch, quelle a été votre réaction? J'avais écrit, vous voyez, j'ai une vision particulière, pourvu que ça dure. Et j'aime bien quand les gens disent des choses à l'endroit. J'ai écrit il y a plus de 7 mois, fait une chronique sur la menace politico-religieuse en Afrique
en général et au Cameroun en particulier. Cette chronique, je l'ai publiée dans mon site, Afrique Actuelle, où j'indiquais que les responsables politiques camerounais, c'est maintenant de prendre les précautions pour justement affirmer, en tout cas, garantir la sécurité des Camerounais. Mais Paul Biya, justement, fait tout pour ça. C'est grâce à lui qu'il y a eu cette libération. Vous allez donc comprendre, quand je fais cette critique, ce papier qui est juste interpeller la réflexion, montrer les raisons pour lesquelles je disais que c'était le politico-religieux s'impose petit à petit en Afrique, en tout cas par le monde. Vous savez, le croissant rouge partout. C'est-à-dire, si on écoute les islamistes, nous tous, nous devons devenir musulmans. Ça, c'est la donnée générale. J'ai indiqué dans ma chronique en disant, attention, voilà ce qu'il faut faire. Cette chronique existe. Seulement, au Cameroun, on explique que c'est un fait mineur. Or, le Boko Haram est déjà... Quand vous êtes dans un pays comme le Cameroun, c'est un pays qui est menacé, qui est fragilisé. Sauf que les politiques ne disent pas franchement les choses. Vous avez au Tchad, c'est pas stabilisé. Vous avez la Centrafrique. Vous avez... le Mali. Tout ce qui se passe autour, Centrafrique, Mali... Donc, il ne peut pas y avoir à un moment donné l'exception camerounaise, ça n'existe pas. Les bandits, en tout cas les Boko Haram, tous ces extrémistes, quand ça ne va pas là, ils se reportent au fur et à mesure. Les Camerounais n'ont pas voulu admettre ma thèse simplement en disant « Barga dit des choses de manière brutale. Il a raison, mais c'est un peu brutal, ça ne nous arrivait pas. » On est dans la méthode de Coué. Les Camerounais ou la direction des affaires au Cameroun a tort de minorer les dangers qui vont à terme fragiliser la sécurité camerounaise. Quand j'ai dit tout à l'heure le fait que les devoirs que le président Paul Biya a à faire, ben oui, renforcer l'unité nationale, ce qui n'est pas de fait. Et puis après, maintenant, intégrer les jeunes, enfin, créer les emplois pour les jeunes. Parce que ces jeunes-là, le danger, c'est quoi? Aujourd'hui, ils n'ont pas d'emploi. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être embauchés par les Boko Haram et les Camerounais vont venir avec les armes pour tuer les Camerounais. Si vous dites ça au Cameroun, ça y est, vous êtes opposant. Or, c'est un intellectuel qui est connu, intellectuel dynamique, connu à l'international, qui n'est pas là en train de servir la soupe parce qu'il veut un boulot, parce qu'il veut « j'aime mon pays, j'aime la paix, j'aime bien porter des discussions sur le débat d'idées et pas sur le débat des personnes ». Très bien, Mathieu Mbarga. Une autre photo, alors le 2 est fait, il y a le 1, 3, 4, 5. J'espère y arriver. 4. 4. Eh bien, bon, c'est la Centrafrique. Catherine Samba-Panza, présidente de la transition en Centrafrique. Le rôle de cette femme, parce que vous savez que samedi 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais enfin bon, on célèbre cette journée. Oui, c'est la nouvelle dame de fer de Centrafrique, du continent, ou alors vous êtes un peu déçu par sa manière justement de gérer ce conflit en Centrafrique. C'est une bonne idée d'avoir choisi une femme parce que je partage l'idée que les femmes en politique, après on peut discuter... Elles sont meilleures, elles sont douées non, il faut confirmer l'idée qu'il y a une exigence. La première proposition, la première idée, je suis partant pour dire les femmes en politique, comme d'ailleurs dans tous les domaines d'activité, parce qu'il faut avancer, il faut développer nos sociétés. C'est une bonne idée, pour l'instant symbolique. Seulement, l'exigence à ces femmes qui viennent en politique, c'est d'être formées, d'être dans la culture politique, de savoir que c'est très très dur, que très souvent, c'est la guerre. D'ailleurs, vous le voyez entre les hommes en politique, c'est la bagarre. Oui, et c'est ça d'ailleurs, c'est excitant. C'est très violent, voilà. Mais cette nomination, je la salue. Pourquoi? Parce que je suis un apôtre de la paix. J'aime la paix, j'aime le progrès, j'adore le progrès. Si la nomination de cette brave dame, que cela conduit, comme je le souhaite, comme nous le souhaitons, vers la paix, alors là, c'est très positif. Seulement, il faut la soutenir. Pourquoi la soutenir? Parce qu'elle était dans d'autres fonctions. Maintenant qu'elle arrive dans d'autres, il va falloir que les bons esprits centrafricains, européens, en tout cas mondiaux, se mettent pour la soutenir, pour qu'elle réussisse cette transition. Merci beaucoup, Mathieu Mbarga Abega. Nous passons à notre coup de cœur. Alors, ce coup de cœur, Mathieu Mbarga, en plus, je l'ai lu, je l'ai même reçu, cet auteur, cette écrivaine. Très bien, voilà. Clémentine Castelzier. Oui. Pourquoi avoir choisi cet auteur? Donc, c'est Une reine chez les Duchiens. Oui. C'est la bagarre entre les civilisations, entre les cultures.
Ce qui me passionne dans cette... Vous n'aimez pas l'injustice, hein, parce que dans votre essai, on sent qu'il faut l'équité, l'égalité entre toutes les cultures. S'il y a cette inégalité, c'est ça qui déstructure un pays. Vous êtes formidable, vous avez bien lu. C'est ma passion. Est-ce que j'y arriverai? J'en sais rien. En tout cas, je me retrouve. Je suis à l'aise avec des gens qui sont vrais. Je ne suis pas le juge, c'est pas un juge, on est confrères. Si j'avais été un juge, vous l'aurez su. Mais ce qui me passionne, c'est de rencontrer les personnes qui sont vraies, qui disent la vérité, qui aiment la vie à travers les gens, à travers le bonheur qu'ils en tirent quand quelqu'un a réussi, quand quelqu'un a une difficulté, qu'elle soit soutenue ou qu'il soit soutenu. Tout ça, c'est pas un religieux qui vous parle, c'est vraiment quelqu'un qui... je n'aurais pas demandé à être comme ça. Je suis comme ça et j'assume. Quand j'ai lu ce roman, qui en fait est une série d'une tome, c'est une série, l'auteur, Madame Clémentine Castel-Ndié, dit que ce livre est le premier tome d'une saga africaine qui comprend 7 volumes. C'est-à-dire qu'il y a la suite. Quand j'ai reçu ce livre et que j'ai lu, ce qui m'a intéressé, c'est cet aspect, l'affirmation de sa tradition, de sa culture, de la garder. Enfin, de batailler dans le monde, dans un monde devenu mondial, de batailler pour garder sa culture. Pourquoi la garder? Précisément parce qu'il va falloir communiquer avec, communiquer avec les autres. Si vous n'êtes pas dans votre culture, eh bien, vous êtes tout de suite laminé, dominé, et vous n'aurez pas à échanger, vous allez perdre l'occasion de changer avec l'autre. Parce que l'autre, il va vous parler 1 heure, 2 heures, 3 heures tout le temps de sa culture. Vous n'aurez rien à dire. Oui. Et c'est malheureux qu'on soit arrivé là alors que quand même on a sa culture à soi. Très bien. Merci beaucoup Mathieu Mbarga Bega. Je rappelle le titre de votre ouvrage, puisque l'émission touche à sa fin. Paul Biya a peur de sa diaspora depuis 30 ans. Voilà, aux éditions Bebook. Merci beaucoup Mathieu Mbarga. Revenez quand vous voulez. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.